Je viens prendre la parole en invité surprise, et ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous infliger quoi que ce soit, mais je voulais simplement vous dire que, à notre grande tristesse, ce lieu va fermer et Corinne et son équipe va rejoindre le prochain série. Donc c'est la dernière conférence qui a eu lieu dans cet institut, qui en a vu beaucoup, et qui, avec Corinne, Marina et tous les autres, ont fait un excellent travail. Donc c'est pour ça que je voulais prendre la parole, c'était simplement pour remercier l'équipe qui travaille remarquablement bien. Et je suis très content que ce cycle se termine sur une conférence scientifique donnée par une femme. Et comme je crois que le docteur Kazana va vous le dire, je pense aussi à un moment où elle s'est engagée pour la place des femmes dans le secteur hospitalier et la recherche scientifique, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc je ne prends pas plus de temps et je vous remercie. Je remercie Corinne du très bon travail qu'elle a fait. Et encore mille merci. Je l'embrasse de la part de tous. Merci Monsieur l'ambassadeur. Voilà. Merci pour ces compliments. Moi je remercie Marina, bien sûr, Olivier et Christine aussi, mais qui n'est pas là aujourd'hui. Alors aujourd'hui, donc, nous allons effectivement clore cette année à l'Institut français, mais nous inaugurons ce cycle de conférences que l'on a donc intitulé La recherche au féminin. Effectivement, comme a dit Monsieur l'ambassadeur, il s'agit d'une femme scientifique que nous recevons ce soir, Marina Cavazzana, qui est lauréate du prix Joliot-Curie, qui a été décerné par le ministère de la Recherche et l'Académie des sciences. L'année 2012, nous saurons bientôt cette année donc quelles sont les nouvelles lauréates. L'Institut français tient donc à organiser ce type de conférence pour deux raisons. D'abord, valoriser la recherche publique française, surtout lorsque la recherche produit des résultats qui sont extrêmement bénéfiques pour la santé. Donc en cas d'efficacité, bien sûr, des recherches, c'est toujours très intéressant et bien de le faire savoir. Et puis également parce que nous souhaitons valoriser, faire connaître l'importance des femmes, de la place des femmes dans la recherche publique, mais aussi à l'université, dans les formations universitaires. Alors c'est vrai que vous avez dénoncé, Madame Marina Cavazzana, la sous-représentativité des femmes au poste clé à l'université et dans les hôpitaux, et vous prônez l'instauration d'un terme qui est assez joli, le quota rose. Alors je vous remercie beaucoup d'être venu à l'Institut français du Luxembourg pour parler de votre travail qui mérite que l'on s'y intéresse, et le public présent ici ne me contredira pas. Vous allez nous parler de biothérapie, de traitement, de recherche que vous faites de façon innovante dans le domaine des maladies du sang, des maladies d'origine génétique, comme certains déficits immunitaires et des pathologies des globules blancs et des globules rouges. Votre parcours est exemplaire à plus d'un titre. Vous avez commencé vos études en Italie, à l'université de Padoue, en Vénétie, qui est surnommée Il Bo. Cette université a été fondée en 1222 par des professeurs et des étudiants qui avaient envie de fuir l'atteinte à leur liberté, et l'université de Bologne. Et la plus grande fierté de cette université, eh bien, c'est en 1678 qu'Elena Piscopia décroche son diplôme de philosophie. C'est la première femme au monde diplômée d'une université. Alors Padoue a apporté de grandes contributions à la science. Les enseignants ont été Galilée, Nicolas Copernic, et aujourd'hui, je pense que vous aussi, avec vos recherches, vous contribuez donc à en faire donc une université très importante. Alors vous êtes venu en France, vous avez embrassé la carrière pédiatrique, puis hématologique, puisque vous êtes nommé professeur d'hématologie en 2000, puis vous êtes chef ensuite du département de biothérapie en 2003 à l'hôpital Necker, et vous êtes ensuite coordinatrice du centre d'investigation clinique depuis 2005. Ce qui revient à dire qu'au fond, vous êtes au centre de la recherche des maladies d'origine génétique qui pourraient être traitées d'une nouvelle façon, ce que vous allez nous expliquer dans quelques instants. Vous travaillez sur le traitement de déficits immunitaires, dont certains mettent en péril le pronostic vital des enfants à très courte échéance. C'est dire l'importance de vos travaux. Ces enfants qui naissent sans globules blancs et donc qui, sans globules blancs, ne peuvent se défendre contre les germes et les infections. On les a malproprement, je dirais, appelés des bébés-bulles parce qu'ils doivent donc être placés en milieu stérile en attente d'un traitement. Alors depuis 1968, on connaît le traitement, puisque c'est le traitement, d'abord c'est la greffe de moelle osseuse, lorsqu'il existe un donneur compatible.
Et malheureusement, il n'y a pas de donneur compatible, il n'y avait pas de traitement. Donc dès 1990, vous, votre équipe en laboratoire, vous allez travailler pour introduire une copie saine dans les chromosomes, mais je n'irai pas plus loin. Vous allez chercher des traitements à la carte pour rendre cette thérapeutique moins toxique, c'est la biothérapie. La biothérapie consiste à utiliser des substances propres au corps humain. En 2000, vous pratiquez un essai clinique audacieux sur un groupe d'une dizaine d'enfants et vous allez aujourd'hui nous donner les résultats cliniques de vos travaux qui sont source de beaucoup d'espoir. Tout le monde a très envie de vous écouter. Sans plus attendre, je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup de cette introduction qui m'honore, mais en même temps met un peu en embarras pour commencer, car bon, comparé aux grands qui sont passés pour l'université de Padoue, me semble juste un tout petit peu excessif. Donc je vais essayer, j'ai choisi exprès de ne pas présenter des diapositives parce que je suis toujours dérangée dans les conférences où j'essaie d'expliquer ce que j'ai fait par les diapositives parce que j'ai l'impression que les gens regardent plus les diapositives, après ils parlent les fils des discours, ils ne m'écoutent pas, moi je dis un truc, la diapositive un autre, donc j'ai décidé de faire ça a cappella. Donc déjà, je voudrais essayer de vous dire que la génétique a introduit dans le monde médical une vraie révolution, car savoir combien, on sait aujourd'hui combien de gènes sont contenus dans les chromosomes qui composent les noyaux des cellules. J'ai un problème de micro. Et on sait aujourd'hui, on a des plateformes pour le séquençage des gènes et donc au fur et à mesure, un nombre croissant de gènes sont à notre disposition pour comprendre les maladies. Le problème, c'est que des fois, on est dépassé par nos propres moyens technologiques et on connaît aujourd'hui plus de gènes de ce qu'on peut étudier. Parce qu'une fois que vous avez les gènes responsables des maladies génétiques, les schémas à parcourir pour relier la fonction de ces gènes aux symptômes et aux signes cliniques, voire les pronostics des maladies, la recherche est extrêmement longue. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une situation un peu bizarre et unique en médecine, qu'on produit plus de résultats de ce qu'on sait interpréter au jour au jour. Mais c'est pour ça que la médecine va s'enrichir probablement d'un corps de métier qui n'était pas celle de la médecine d'il y a 30 ans, probablement, de quand moi j'ai commencé, mais qui on a besoin de bioinformaticiens, des statisticiens, des mathématiciens et surtout des physiciens. Car de plus en plus, la technologie se met à disposition de la médecine pour permettre des progrès considérables. Une fois qu'on a les gènes responsables des maladies, on a énormément quand même d'informations informations pour notre quotidien. Première information, nous pouvons faire la prévention par diagnostic prénatal et même diagnostic pré-implantatoire. Donc je m'explique. Donc une fois qu'on a les gènes responsables d'une maladie, on peut prélever des cellules de liquide amniotique et diagnostiquer si l'enfant à naître a la maladie ou pas. Mais nous pouvons encore dépasser cela et des jeunes parents peuvent venir nous voir et dire « Nous ne voulons pas implanter un embryon malade, mais nous voulons implanter un embryon sain. » Et donc, on peut, à l'aide de la fécondation in vitro et de la génétique, choisir l'embryon qui est sain parmi les embryons, les ovules fécondés. Ceci est très important parce que je pense qu'il faut sortir de l'idée que la médecine est soin exclusivement. Et il faut que la médecine soit de plus en plus prévention
et de moins en moins soins. Parce que les soins, la prévention est beaucoup plus efficace, soit en termes médicaux, parce qu'il ne demande pas une intervention active de notre part, et même quand on est... même quand on arrive à dépasser les barrières du traitement, à pousser la médecine très loin et faire de la thérapie génique, il reste qu'il s'agit d'interventions lourdes et qui peuvent toujours avoir des effets secondaires. Donc la meilleure médecine, c'est toujours la médecine préventive. Et ceci pour les maladies génétiques est un enjeu de population extrêmement important. Probablement moins au Luxembourg où la population n'est pas assez mixée, une population relativement homogène, mais il est vrai sûrement en Île-de-France où la population d'immigration est tellement importante qu'on a vu entre 1950 et aujourd'hui l'apparition des maladies génétiques émergentes, dont je vous donne à titre d'exemple la drépanocytose, une maladie du globule rouge, qui est absolument une maladie non connue en Europe, elle n'a pas raison d'être diffusée en Europe, mais qui aujourd'hui est la première maladie génétique de l'Île-de-France. À titre d'exemple, il y a 400, qu'en Île-de-France, il y a entre 300 et 400 nouveau-nés qui naissent par an atteints de cette maladie. Je vous donne cet exemple, pas pour vous faire pleurer ni émouvoir, mais juste pour vous dire, les maladies génétiques et les progrès dans des maladies génétiques ne peut pas passer exclusivement par la thérapeutique. Et tout progrès dans une maladie génétique est très important parce qu'il peut être décliné pour d'autres maladies aussi fréquentes que la drépanocytose. Donc je pense qu'une chose que je voudrais souligner est d'un bon système de santé, la prévention plus que le traitement. Et ça semble une banalité. Probablement, vous pouvez la prendre comme une banalité dans mon discours, mais elle n'est pas, parce qu'en réalité, les systèmes de soins sont basés sur la thérapeutique et pas sur la prévention. Voilà. Une fois à part la prévention des maladies génétiques, donc le conseil génétique, que c'est à la base de toute la prise en charge des maladies transmissibles, ce qu'on peut faire avec la découverte d'un gène, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui d'une façon très à la mode la médecine personnalisée, car cela nous permet, quand on connaît un gène, de mettre au point des traitements ciblés pour chaque malade. Pas chaque malade, mais au moins une population de malades qui ont la mutation en question. Et si j'ouvre une parenthèse, ça ne passe pas chaque fois pour la thérapie génique. Ça peut être la mise au point d'une protéine, ça peut être la mise au point d'un médicament de synthèse, et ça peut être aussi la thérapie génique. L'autre volet important, mais que je passe en dernier, mais qui n'est pas le moins important, quand vous connaissez les gènes responsables des maladies, cela vous permet de faire la physiopathologie des maladies, ce schéma qui est très difficile entre la découverte d'un gène et l'explication des symptômes des maladies. Alors, pour revenir à la raison pour laquelle je suis là et la raison pour laquelle il m'a été j'ai reçu ce prix prestigieux qui m'a plutôt surpris. Qu'est-ce que c'est la thérapie génique? Pourquoi j'ai fait de la thérapie génique? Alors, en réalité, pour moi, ça semble un parcours linéaire dans mon histoire, car j'étais confrontée depuis des années avec des maladies génétiques à pronostic létal, pour lesquelles on n'avait pas de traitements satisfaisants. Les traitements conventionnels n'étaient pas satisfaisants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les traitements conventionnels n'est pas satisfaisant? Donc, quand un enfant naît avec une pathologie grave des globules blancs, comme ça a été rappelé en introduction, généralement, il ne peut pas se défendre contre les agents infectieux qui polluent l'air qu'on respire là en ce moment.
Et le pronostic vital est engagé. C'est des maladies très spéciales qui sont considérées des urgences médicales et qui nous autorisent, compte tenu du fait de l'engagement à courte échéance du pronostic vital du patient, de recourir à tout ce qu'on sait faire de mieux à un instant donné pour sauver la vie du malade. Alors pendant des années, ce qu'on savait de faire de mieux, ce qu'on faisait, ce que j'ai pratiqué, c'était la greffe partiellement compatible entre un des deux parents et l'enfant malade qui allait mourir. Donc, les choix éthiques, médicaux, stratégiques, là, ça demande de sauver ces patients. Et donc, on prélève les cellules souches saines des parents plus proches. Avec cette technique, faite en urgence, améliorée dans les années, il n'en restait quand même pas moins que les enfants les plus gravement atteints d'infection au moment du diagnostic allaient à la rencontre des souffrances quand même assez importantes, car il y a une évidente non-compatibilité ou compatibilité partielle entre la mère et son enfant, entre un père et son enfant. Et il fallait faire face à un ensemble de complications immunologiques qui sont les rejets de greffe, la réaction du greffon contre l'hôte, car les cellules souches saines se retrouvent dans un environnement qui ne leur appartient pas et ils se rebellent d'une certaine façon, les complications infectieuses et des fois des mois et des mois de lourdes hospitalisations sans qu'au bout de course, l'enfant n'en sorte guéri. Pire encore, après des mois et des mois d'hospitalisation, un enfant sur deux ne s'en sortait pas du tout. Donc, il est vrai qu'après des années de cette médecine, disons des premières lignes, des premières lignes de guerre, vous avez beaucoup envie que les choses changent, quoi. Vous dites, bon, il faut prendre un autre schéma, car comme ça, on ne risquera pas d'améliorer la prise en charge de ces patients. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire la thérapie génique. En réalité, en quoi consiste la thérapie génique et pourquoi, à la fin des années 90, plusieurs équipes dans le monde, dont la nôtre, ont pensé que le temps était mûr scientifiquement pour proposer cette approche thérapeutique aux patients. Alors, tout d'abord, les virologistes, car la thérapie génique n'est pas une science en soi, mais l'intégration de connaissances qui viennent des disciplines totalement différentes. Donc, il faut connaître les progrès de la génétique, il faut connaître les progrès de la virologie, il faut connaître la médecine, il faut connaître la biologie cellulaire. Et à ce moment-là, les virologistes commençaient à découvrir comment sont faits les virus qui s'intègrent dans les cellules, comme les virus HIV, par exemple, responsable du sida, que vous connaissez bien. C'est un virus, dit un rétrovirus, qui s'intègre dans les cellules. Et à la fin des années 90, on connaissait exactement les génomes des premiers virus capables d'aller au cœur des cellules. Avec cette connaissance en poche, les virologistes ont dit qu'on peut modifier les génomes viraux en enlevant, en délétant les gènes responsables de la réplication du virus et en utilisant ces virus non plus comme un agent pathogène, mais comme une espèce de transporteur, comme un transgénétique, capable de transporter une information génétique dans le noyau des cellules sans besoin d'appareillage sophistiqué. Donc, en réalité, quand ce but d'information est arrivé à notre niveau, on s'est dit, mais bon sang, voilà, c'est ça dont on a besoin. On a besoin d'introduire la séquence génétique altérée à l'intérieur des cellules malades
et greffer ces cellules aux malades sans avoir à faire face à toutes les complications immunologiques propres de la greffe d'un individu à un autre individu. Donc, comme vous voyez, l'idée de base était plutôt simple. Au cœur d'une cellule, dans le maillot d'une cellule, il n'y avait qu'un virus qui pouvait y aller. Il fallait modifier ces virus parce qu'ils perdent sa capacité de réplication, d'infectivité, et qu'on lui donne juste une capacité de transporteur génétique. Donc ça, c'était l'idée simple parce qu'on s'est dit on n'arrivera jamais à contourner les problèmes immunologiques soulevés par une greffe non compatible entre un des deux parents et son enfant malade. Et donc on a commencé à y penser sérieusement en 1993 et là vraiment j'étais épuisée par les résultats décevants de la greffe partiellement compatible et toute la souffrance familiale et médicale qui l'a amenée, parce que quand on a un échec et on perd un enfant, c'est toute l'équipe qui est pliée. Hein. Il n'y a pas que la famille, mais les infirmières, l'aide-soignante, les médecins, les chefs de service, les biologistes, parce que ça fait 6 mois d'une dure bataille où on sort tous perdants. Et donc, je me rappelle encore, c'est en 1993 qu'on découvre les gènes responsables de la maladie de ceux qui étaient dénommés les bébés bulles, juste parce qu'on les mettait dans ces enceintes stériles pour les protéger des infections externes. Et on a commencé à travailler en équipe. L'équipe était celle dirigée, à l'époque c'était un gros laboratoire dirigé par M. Fischer. Et il y avait dans ces laboratoires différents groupes et chacun avait une compétence bien précise. Donc en mettant ensemble ces compétences différentes pour faire... Bon, à l'époque, on était tous des copains, c'était plutôt amusant de travailler ensemble. Aujourd'hui, on va vous dire qu'on a fait de la médecine, on a fait un projet intégratif des différentes connaissances. Bon, à l'époque, c'était un groupe de copains qui ont essayé de faire un projet qui allait en clinique. Et donc, effectivement, on a construit, en 1993, on a construit les premiers virus contenant les gènes mutés de ces enfants. Et on a mis à peu près 6 ans pour démontrer on a pris quelques cellules malades, des patients qui entre-temps étaient hospitalisés à l'hôpital Necker, et on a démontré qu'effectivement, in vitro, au laboratoire, sous la paillasse, que si on prenait les cellules malades et on introduisait à l'aide de ces vecteurs les gènes sains, on arrivait à générer à nouveau, à partir des cellules primitives, des globules blancs capables de protéger ces enfants. Bon, bien sûr, tout ça était dans une éprouvette avec quelques centaines de milliers de cellules, donc on n'était pas sûr de notre affaire. Donc par la suite, on a construit une souris dans laquelle on avait démoli les mêmes gènes responsables de la maladie chez les malades. La souris mourait comme l'enfant en question d'infections graves dans les quelques semaines qui suivaient la naissance. Et on a refait chez cette souris une autogreffe, c'est ça qu'on appelle les prélèvements des cellules du patient, génétiquement modifiées. On prenait ces cellules souches, on les amenait au laboratoire, on les modifiait et on les réintroduisait dans l'animal malade pour démontrer qu'on arrivait à les guérir. C'est comme ça qu'exactement fin 1998, on a reçu toutes les autorisations de l'Agence française de sécurité sanitaire et des ministères de la recherche et de l'agriculture, parce que les OGM sont aussi une partie d'autorisation qui vient des ministères de l'agriculture. Et on a eu l'autorisation à commencer cet essai clinique chez les malades, chose qu'on a démarré en février 1999. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, les premiers enfants traités dans cet essai ont aujourd'hui entre 15 et 16 ans, parce qu'ils avaient quelques semaines de vie au moment du traitement, et ils vont, pour la grande majorité d'entre eux, hyper bien.
Donc, en 1999, on a traité les premières 2 malades et on a publié les résultats en 2000. Et entre 1999 et 2002, on a traité, dans l'ordre d'arrivée à l'hôpital, une dizaine d'enfants atteints de cette maladie mortelle. Et malheureusement, l'idée était trop simple, ou plutôt les outils que nous avons utilisés pour la réaliser chez l'homme étaient simples et on n'avait pas à disposition en 1999 les séquençages complets du génome humain. Chose qui a été publiée en même temps que nous avons publié l'utilisation de la génétique pour traiter une maladie. C'était une période assez fructueuse dans la sua médecine qui est en recherche, car en 2000, on publiait par entier les séquençages du génome humain et nous, on publié la première traitement des deux patients atteints de cette maladie qui les amenait à vivre dans des bulles stériles pour un temps. Et donc les premiers succès de la thérapie génique. Donc c'était une période absolument euphorique pour le monde entier, pour l'équipe. Mais l'euphorie malheureusement n'a pas duré beaucoup parce qu'en 2002, un de ces enfants est revenu à l'hôpital avec une maladie grave qu'on a tout de suite compris qu'elle aurait pu être provoquée par notre intervention de thérapie génique. Et en effet, c'était comme ça. En 2002, un de ces enfants a développé une leucémie aiguë lymphoblastique de lymphocytes T, car les virus, ce qu'on ne sait pas faire, ces espèces de navettes du noyau qui amènent une information génétique à l'intérieur des cellules, déposent cette nouvelle information presque au hasard dans les chromosomes. On ne sait pas où elle va tomber. C'est comme un petit satellite qui est en orbite autour de la Terre, qui a fini de marcher. Quand il tombe, vous ne pouvez pas prévoir exactement, si vous ne l'avez pas programmé au départ, où il va tomber. C'était un peu ça qui est arrivé à cet enfant. Les virus avaient amené l'information génétique dans un endroit extrêmement dangereux. Ils avaient dérégulé la cellule et ces globules blancs avaient commencé à proliférer de façon non contrôlée jusqu'à donner naissance à ce que probablement vous connaissez, un processus leucémique. Donc, ce qu'on a fait à cette époque-là, on a arrêté les essais cliniques et bien entendu, on a prévenu les familles, on a prévenu les autorités qui ont été en face à un événement grave dont on soupçonnait que la thérapie génique était responsable. Et l'autre idée qu'on a eue, c'était de prévenir par email, car la technologie ne sert pas qu'à diffuser les succès, mais également les déboires. On a prévenu les collègues qu'on était en face quand même d'un événement grave et qu'il fallait que pour l'instant, ils suspendent les essais cliniques s'ils étaient en train d'en faire, utilisant les mêmes vecteurs viraux. Donc, on est resté suspendu pour ces essais cliniques entre 2002 et 2006. Et un peu tous les groupes impliqués dans la thérapie génique dans le monde ont travaillé un peu ensemble, et nous pour premier, pour comprendre l'origine de cette dérégulation d'un gène cellulaire. Et donc, on a compris que les virus qu'on avait construits, il fallait les démolir encore un peu plus pour éviter qu'ils dérégulent une fois intégrés au hasard dans les chromosomes, éventuellement un gène dangereux. Donc on lui a encore modifié une autre séquence, de façon qu'il n'aille pas activer un gène qui est normalement silencieux à côté, qui ne demande pas d'être exprimé de la protéine produite. Donc en 2006, on a recommencé et on a recommencé avec les notions qu'on avait à disposition en 2006, car la médecine aujourd'hui est en évolution continuelle, car on reçoit et on découvre des choses à longueur de journée. Même nous, on n'est pas capable de traiter en temps réel toutes les informations qu'on produit, tellement on en produit. Même si à l'échelle du patient, à l'échelle de l'individu,
on peut toujours trouver que ce qu'on fait est extrêmement long et péniblement utilisable ou pas utilisable assez vite pour la personne qui est malade. Donc en 2006, on a commencé une autre série d'essais cliniques pour toujours des maladies héréditaires avec un virus beaucoup plus compliqué, mais qui a aussi beaucoup plus d'avantages que les virus dérivés du sida, car il rentre plus facilement que d'autres virus à l'intérieur des cellules souches. Donc on a enlevé à ces virus toutes les informations responsables du sida, de l'immunodéficience humaine acquise, et on a introduit que les séquences génétiques altérées chez l'individu. Et donc depuis 2006, là on est bientôt en 2014, on a pu mener 4 nouveaux essais thérapeutiques pour 4 pathologies complètement différentes les uns des autres. On l'a fait pour 2 déficits immunitaires avec des résultats comparables en termes d'efficacité clinique au premier essai qu'on a fait en 2000. On l'a utilisé également pour une maladie neurodégénérative du système nerveux central qui s'appelle adrénoleucodystrophie, liochromosome X. Et on l'a utilisé également pour un patient de très bons résultats et pour un autre patient des résultats partiels pour une maladie des globules rouges que peut-être vous avez entendu parler, qui est la bêta-thalassémie. Il est vrai que toutes ces maladies, c'est des maladies modèles qui touchent un nombre restreint de malades. Et l'idée que nous avons derrière la tête, c'est d'élargir l'application de cette technologie à des maladies plus rares, qui sont effectivement à des maladies plus fréquentes, qui sont la drépanocytose et le sida lui-même. L'idée pour le sida, c'est un protocole que j'espère verra le jour quelque part en 2014. L'idée, c'est d'introduire dedans les cellules souches qui produisent les globules blancs, qui sont à l'origine de la production des globules blancs, des gènes qui rendraient la cellule elle-même résistante à l'infection. Donc, c'est ça l'idée de base. Donc, effectivement, quand je vous dis ça, vous pouvez penser. Elle est simple l'idée, ce n'est pas qu'en réalité elle soit très compliquée, mais elle reste quand même d'une certaine complexité car le virus du sida est capable d'avoir 1000 alternatives différentes et de les changer continuellement pour infecter une cellule. Donc le défi qu'on a, c'est d'essayer de construire de l'heure ou de l'heure à l'intérieur de la cellule, parce que chaque fois qu'il change d'idée ou qu'il mute ou qu'il change de façon de se répliquer, il trouve quelque chose qui arrête sa croissance. C'est ça qu'on essaie de faire avec un consortium international que j'ai mis autour de l'hôpital Necker et des départements. Donc pourquoi alors si je m'asseyais à votre place et pas la mienne, pour les quarts d'heure, vous pourriez, à juste titre, soulever des questions, et peut-être vous les avez, éthiques, économiques, sociales, et je serais ravie de répondre. Pour ce qui concerne la question économique, je voudrais l'affronter tout de suite parce qu'elle est terriblement claire dans ma tête. Un patient chronique, qui soit porteur de sida ou qui soit porteur d'une anémie chronique comme la drépanocytose, va être pris en charge par les systèmes de santé publique depuis le diagnostic. Donc, si c'est une anémie chronique, autour de l'âge dès la naissance, pratiquement, de quelques mois de vie, jusqu'à 40-50 ans. Et qui dit maladie chronique dit que plus il avance dans l'âge, plus il sera obligé de recourir aux soins hospitaliers de façon fréquente et lourde. Lourde pour lui, parce qu'il va avoir un handicap extrêmement important. C'est des jours de maladie, c'est la souffrance de la sienne et de la famille qui l'entoure, c'est les absences du travail
et c'est une charge pour l'hôpital importante parce qu'il va être hospitalisé entre 1 fois et 3 fois par mois. Pareil, c'est pour une maladie infectieuse pour laquelle on n'a pas de traitement, comme le sida. Alors, l'hospitalisation est beaucoup moins fréquente que dans une anémie chronique, mais vous avez un patient qui va prendre 3 comprimés par jour. Le coût de ces traitements pour la durée de vie de l'individu, parce qu'il va vivre autant que nous vivons maintenant. Donc, vous calculez ça, multipliez 70 ans, avec quand même un certain besoin qui reste d'un contrôle tous les 6 mois, tous les 4 mois, selon son état clinique. Donc, si on ne peut pas les prévenir, ce qui serait l'idéal, hein, parce que c'est ce qui coûterait les moins, je pense qu'aujourd'hui, on est en face à une révolution médicale qui permettra de prévoir des traitements qui, même si aujourd'hui ils sont extrêmement coûteux, on va prendre la thérapie génique. La thérapie génique appliquée à une échelle de population va coûter beaucoup moins au système de santé que les greffes allogéniques d'un sujet sain à un sujet malade. Tous les enfants qu'on a traités par thérapie génique restent hospitalisés entre 15 jours et 3 mois. Un enfant qui a une greffe partiellement incompatible peut rester à l'hôpital dans un service de soins intensifs jusqu'à 1 an. Donc vous voyez les coûts, la différence des coûts, avec des complications bien plus graves. Nous on le regarde et la nature, les systèmes qu'on a construits permet à l'organisme de reconstruire la cellule saine d'elle-même. Donc on a des soins de support, mais pas des soins médicaux importants. Chose que c'est le cas par exemple pour une greffe allogénique. Et l'autre chose, c'est que nous ne pouvons pas exporter informations comme les greffes compliquées. Exporter dans les pays en voie de développement, toute une équipe pour pratiquer une greffe allogénique est pratiquement impossible. C'est une technologie qui ne se prête pas du tout à la formation et à la diffusion dans le monde entier. Par contre, plus la médecine devient technologique, que ce soit la thérapie génique, que ce soit l'introduction d'un biomarqueur, comme on parlait tout à l'heure, que ce soit un traitement par anticorps monoclonal, puis dans ces cas-là, la médecine doit coûter moins à la société et puis elle est transportable partout dans le monde. C'est, disons, l'aspect, puis, je pense, plus créatif et plus positif de la technologie. On a toujours un regard assez critique des freins pour tout ce qui est technologie, parce qu'on l'associe souvent à la pollution, à la destruction de l'environnement, à la déforestation et tout ce que vous pouvez ajouter comme... C'est vrai que, vu de mon côté, l'autre technologie en médecine va apporter dans les années qui suivent une amélioration substantielle des soins aux patients, à la condition que les gouvernements de différents pays savent se saisir de ces moyens technologiques et les développer à leur propre compte avant que l'industrie pharmaceutique s'en approprie et le revend à l'hôpital public à des prix tellement élevés qu'on ne pourra plus non plus se les permettre en France. Donc, tout ceci parce que je vous dis ça, parce que je pense qu'il y a un vrai enjeu de société, il y a un vrai enjeu politique, et j'accepte avec beaucoup de plaisir cette invitation, car je pense qu'il est important que la société tout entière se saisisse de ces innovations technologiques, qui ne doivent pas rester dans un coin d'un hôpital réservé à un groupe de passionnés de la médecine. Ce n'est pas du tout ça qu'on veut faire. On ne veut pas créer des îlots de scientifiques ou de médecins à la pointe. Ce n'est pas ça qu'on aspire. On veut sortir plutôt de là, de cette niche, et faire comprendre que si cette recherche d'innovation est soutenue
à sa juste portée, elle peut amener un vrai gain thérapeutique à des coûts bien plus bas et bien inférieurs à ceux dont nos systèmes de sécurité sociale sont gravés aujourd'hui. Et en plus, il y a une capacité probablement de formation et de distribution dans les pays dits en voie de développement beaucoup plus importante de ce qu'on imagine. Donc tout ça, un peu les messages que je vous laisse amener avec vous, si vous voulez bien, c'est celui-là. Plus grande est notre technologie, plus sophistiquée, précise est notre intervention médicale, plus facilement est utilisable par les grands nombres et moins il coûtera à la société. Par contre, résoudre les problèmes de santé publique jour à jour, les petits problèmes transfusionnels, soutenir par-ci par-là la greffe, je pense que c'est tout des politiques volontaristes, un peu populistes dans les situations économiques où les pays occidentaux et l'Europe se trouvent, mais qui n'amèneront pas une vraie révolution dans la prise en charge des patients. Voilà, et je voudrais aussi vous dire que ne sous-estimez pas la crise économique comme ça, comme elle avance dans les pays en voie de développement, car pour la prise en charge de certaines maladies, moi je retiens que nous-mêmes, nous devenons les pays en voie de développement et pas seulement les voisins de l'Afrique subsaharienne. Alors, je voudrais vous laisser avec ces messages et je suis prête à récolter vos questions.